Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois aujourd'hui Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien Alex, ça va très bien. Beau temps est présent. On a connu pire comme cadre un peu pour travailler. Ouais, là on est plutôt bien, il y a pire dans la vie. Depuis hier, là on vit notre meilleure vie. Oh ouais, là le temps... ce matin, soleil. Le temps est parfait. Ah, ça c'est clair que ça fait pour rien faire aussi. Carrément. Ça fait du bien. C'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi. Peut-être un peu, mais ça faut pas trop le dire. Carrément. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, du coup moi c'est Thibaut Kefelec, j'ai 27 ans, je vis en van depuis 2 ans maintenant. Et après pour ce que je fais c'est un peu compliqué, je fais un peu beaucoup de choses. Mais j'aime commencer à dire que j'ai une marque de vêtements depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Unifate. Et à côté de ça, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me permet de créer en fait, de près ou de loin. Et notamment depuis 1 an et demi, beaucoup de création de contenu. J'ai écrit un livre aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu fais des photos? Ouais, je fais pas mal de photos aussi en tant que modèle. Et puis vraiment, ouais, j'essaie de créer, de participer à la création de tout ce qui me passe par la tête, quoi. De toute façon, on va revenir sur pas mal de tes activités un peu plus tard. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton enfance et m'expliquer comment était le Thibaut quand il était petit? Carrément. Le Thibaut qui était petit, j'aime à dire souvent qu'il avait de grosses capacités à l'école. Il était assez doué de manière générale et pas mal de facilité. Il avait très tendance à se soucier du regard des gens, beaucoup, même de l'entourage, etc. Et par contre, il avait un problème, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il avait du mal à gérer ses émotions, à comprendre pourquoi est-ce qu'il pleurait plus souvent que la plupart des gens, pourquoi est-ce qu'il pouvait être très colérique. Et voilà, et j'ai eu une enfance plutôt cool, j'ai jamais manqué de rien, encore moins d'amour au sein de mon foyer, près de mes parents, mes grands-parents, mes sœurs. On a juste, entre guillemets, vécu un drame quand j'étais plus petit, mais ça fait partie aussi de la vie quelque part. Donc, Et c'était quoi tes centres d'intérêt? Est-ce que tu pratiquais du sport? Ouais, moi je suis né sur une piste d'athlétisme, c'est-à-dire que ma mère entraînait les plus petits dans un club d'athlètes, mon grand-père entraînait tout le monde, tout le reste du monde, ma grand-mère était la présidente du club. Et moi en fait, c'était très simple, j'étais à l'école primaire ou même à la maternelle, j'allais à la garderie, mon grand-père venait me chercher après et j'allais à la piste parce que tout le monde était à l'entraînement. Donc j'étais en famille quoi. Voilà, c'est ça. Donc je suis né sur une piste et j'ai toujours fait du sport. Et j'adorais ça. Alors très vite j'ai été courir avec les plus vieux. Ouais. Je passais pas mal de temps avec les plus vieux parce que tu fais ta séance avec les enfants de ton âge. Après eux rentrent chez eux. Mais moi mes parents et mes grands-parents restaient sur place. Donc restés chez toi. Voilà, c'est ça. Moi je restais sur la piste. Donc ouais. Très bien. Et comment tu as senti justement, comment tu te sentais toi dans le post-bac? Ouais. Comment tu as vécu ces années en école sup, parce que c'est un peu le début de la liberté. Ouais, complètement. Moi, ça a été vraiment en plus un gros changement dans le sens où je suis parti à la ville un peu quelque part, tu vois. Parce que toi, t'es de où du coup? Je suis du centre-Bretagne, donc de Pontivy exactement. Enfin, je suis même pas de Pontivy même, je suis d'une commune à côté où il y a 5000 habitants, donc tu vois. Et c'est quoi la plus grande ville à côté? C'est Pontivy, vraiment Pontivy, 14 000 habitants, et après à côté t'as une demi-heure, 3/4 d'heure de Vannes, donc là t'as un peu plus d'habitants, mais vu que t'es dans le centre de la Bretagne, tu vas très peu à Vannes au final. Puis à l'époque, tout ce qui était transport, enfin à l'époque, je dis ça comme si j'avais 30 piges, mais enfin 40 piges, parce que 30 piges je m'en rapproche. Mais tout ce qui était transport en commun, c'était pas hyper répandu. Il n'y a pas de train, etc. Mais le passage, ouais, du coup, après post-bac, moi je l'ai vécu un peu de façon particulière parce que ouais, je suis arrivé dans un nouveau monde où je pouvais geeker toute la journée parce que j'étais un gros geek. En plus, j'étais à l'époque avec ma copine de l'époque, on avait aménagé ensemble. Donc appartement qui avait 1 an, qui venait de sortir de terre, lave-vaisselle et tout. Incroyable. Le rêve. Ah ouais, non mais incroyable. Et elle était en cours avec moi, donc ça me permettait de pas trop aller en cours et d'avoir quand même les cours.
Et ouais, la première année, je l'ai vraiment vécu un peu en mode gros lâcher prise. Et après, ça a été un peu différent parce qu'on s'est séparés. Et là, j'ai commencé à aller vers les autres aussi, Ok. en cours, parce que j'étais obligé d'aller en cours un peu plus. Là, je me suis fait une bande de potes avec qui j'ai compris pas mal de choses en fait. Moi, j'ai été très ancré dans beaucoup de codes. J'avais beaucoup de croyances limitantes. Et typiquement, tu vois, dans ma tête, je pouvais pas sortir, je pouvais pas embrasser une fille si je sortais pas avec. Ok. Donc tu vois, genre, il y avait vraiment des croyances très ancrées Ouais. et un peu à l'ancienne, quoi, si tu veux. Et là, j'ai découvert, en fait, ne serait-ce que de sortir, faire la fête. À un moment donné, je sortais 4-5 fois par semaine, enfin, vraiment beaucoup. Et profiter vraiment de... Enfin, profiter. Dans un sens, profiter de la jeunesse, même si aujourd'hui, quand je regarde ça, bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment profiter? Ça, c'est une autre question. C'est sûr. Et du coup, tu es allé jusqu'au bout de ta licence? Ouais, 3 j'ai ans été jusqu'au bout de ma licence. Alors, c'est pas compliqué. Le bac, je l'ai eu à 10-2. La première année à 10-2. La deuxième année à 10-2. Et la troisième année à 10-2. Je faisais... On appelle quelqu'un de régulier. Ouais, c'est ça. Je faisais vraiment juste ce qu'il Ouais. fallait pour avoir les années. Et en fait, petit à petit, j'ai quand même construit un schéma en fait, professionnel que je voulais suivre. À savoir que je m'étais dit, bon bah voilà, pourquoi pas aller vers le professorat, être prof de PS. Ok. Ça me correspondait bien, j'aimais bien le partage, accompagner les jeunes, etc. Et pour être prof de PS, il faut avoir la licence, puis après rentrer en master et passer le concours. Ok. Et donc ma licence, je l'obtiens. Et en fait, l'année où j'obtiens ma licence, il y a une réforme qui tombe qui dit que toutes les personnes qui ont leur licence maintenant ne sont plus prises en master. Et donc, il y a une sélection qui est une faite. sélection. Ouais. Et le problème, c'est que bah, moi, avec le dossier à 10-2, je suis pas dans les premiers prix. Je suis même plutôt dans les derniers, voire pas pris. Et en l'occurrence, je suis pas pris. Et en fait, j'apprends que je suis pas pris. Je fais un recours gracieux quand même au président de la fac. Je lui demande si bonjour monsieur, si quand même mon projet vraiment professionnel, envie, j'ai vraiment envie. Et regardez, je suis sympa. Ouais, j'ai une bonne tête. J'envoie ce courrier à la fac et en fait, je l'envoie un peu tard. Donc la fac ferme l'été. Ok. Il réouvre le 28 août. Et en fait, le 28 août, j'appelle directement. Je dis, est-ce que le président de la fac a reçu mon courrier? Je tombe sur une dame super agréable qui me dit, bah non, le courrier est sur mon bureau et en fait, je le donnerai pas. Et moi, je dis, tu sais, je suis un peu dans le combat, tu vois, j'aime bien la bagarre, du coup, ok, bah au revoir. Et voilà, et mon avenir se clôt comme ça, tu vois. Vraiment, moi, j'ai... Vraiment la bagarre. Ah ouais, la cassagne, tout ce que tu veux, tu vois. Moi, je rentre dedans, tu vois. Et Rempli de d'aisance. ouais, vraiment, au revoir, pardon. Désolé de vous avoir avez raison, dérangé. vous avez raison. Je vous ai dérangé, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est la reprise, là, c'est un peu dur. Donc ouais, non, ce jour-là, un peu, tout mon avenir s'est effondré. Et en même temps, quelque part, après coup, je sais que je suis pas allé au charbon aussi parce que foncièrement, c'était pas ce que Ça je te voulais. transcendait pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un plan B, C, D. C'était pas mon plan A. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à savoir ce que c'est que mon plan A. Carrément. Et du coup, justement, bah, après la fac, Ouais. ça a été quoi ton plan? Bah, Qu'est-ce que t'as fait? ça a été très dur. À savoir qu'en gros, si tu veux, moi, j'ai toujours mis mes œufs dans le même panier. Je crois en ma bonne étoile. Du coup, je m'étais dit, oh, je serais pris quand même au master. Toujours eu de la chance. Et là, bah, je suis pas pris. Donc, mes parents me disent, bon, bah, on va pas payer un appartement à Rennes parce que, bah, déjà, on n'a pas les moyens de payer un appartement sans savoir ce que je vais faire. Et puis, bah, parce que ça servait pas à grand chose à l'instant T. Donc retour chez papa, maman. Et là, moi, dans ma tête, c'est tout s'effondre, quoi. J'ai plus d'avenir. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis vraiment perdu. Je sais même pas trop qui je suis à l'époque. Je sais même pas ce que j'aime, ce que j'aime pas. T'as plus de copine du coup. Enfin, t'es ouais. plus avec une copine. Ouais, bah ça c'était déjà même de bien avant, mais ouais, Oui, mais t'as pas un pilier. ouais, j'ai pas d'attache, Ouais, j'ai mes potes qui sont à Rennes et ma vie que j'ai construite en fait de personnes, de jeunes adultes en fait, que j'ai construite sur place, bah, qui s'éloigne et presque un retour en arrière de bah, je reviens au lycée, je suis chez papa, maman, sous les règles, sous les machins. Et la problématique aussi, elle est que j'ai pas un sou en poche, j'ai rien. Donc ça va pas grande forme, pas la grande forme.
Et très rapidement, je me dis, bon, bah, il faut quand même que je trouve du taf. Et on en parlait hier soir, mais je me tourne pas vers des métiers un peu d'excellence. Je me tourne tout de suite vers des métiers dont j'ai un peu entendu parler parce que c'est ce qui se passe autour de chez moi, en fait. Okay. Et donc, je vais travailler notamment en intérim dans un abattoir. Et là, je prends une deuxième claque parce que je rentre dans un monde où bah, c'est très loin de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, tu vois. C'est loin d'être le monde de bisounours dans lequel je vivais en études. Savoir qu'il y a des gens qui sont analphabètes et pour autant qui sont bien nés en France sur des générations. Et il y avait un gars, il avait 40 piges, il avait toujours vécu en France, etc. Il n'était pas capable de signer son chèque. C'était quelqu'un qui le faisait pour lui. Et à l'inverse de ça aussi, tu avais des personnes qui étaient beaucoup immigrées. Je raconte souvent cette histoire, j'ai rencontré un jeune Comorien qui avait mon âge, enfin qu'à mon âge, parce que je suppose qu'il est toujours vivant quand même, j'espère, qui s'appelle Mohamed. Et Mohamed, en gros, on s'entendait super bien. Il était fort, il était intelligent, il était débrouillard, il se démerdait pour tout. Ciao. Et en fait, à un moment donné, j'échange avec lui et je lui dis, mais Mohamed, pourquoi tu fais pas un taf qui te plaît, quoi? Pourquoi est-ce que... Enfin, t'as tout pour toi, t'es malin, tu peux tout faire, tu touches à tout. Et il me sort cette phrase, il me dit, j'ai un travail, c'est déjà bien. Et en fait, là, s'ajoute à les deux claques un peu successives que je prends, un sentiment de culpabilité, parce que je me rends compte que bah, moi, je suis pas bien, parce que j'arrive pas à savoir ce que je vais faire de ma vie. Et il y en a qui se posent même pas la question et qui n'ont même pas l'opportunité de se poser la question, tu vois. Et ce qui est fou dans cette affaire-là, c'est que j'ai pas eu besoin de voyager à l'autre bout du monde pour m'en rendre compte. J'ai juste été à 20 minutes de chez moi, dans un milieu où aussi, bah, finalement, il y a des personnes de tout horizon différent qui sont présents, quoi. Et suite à ça, je travaille, je sais plus, 3-4 semaines à l'abattoir. Puis un vendredi soir, je rentre chez mes parents. Je suis plus très jovial. Moi, je souris très facilement. Je rigole pour rien, même quand j'ai pas compris les blagues, juste pour être sympa, tu vois. Un brin focus. Ouais, un brin focus. Mais bon, on est là, on soutient, tu vois. C'est un vendredi soir, parce que je m'en souviens bien, chez mes parents, tous les vendredis soirs en hiver, en général, c'est raclette. On peut me dire, on sort de l'hiver, on est tanké quelque chose de beau, quoi. Et ce soir-là, en fait, je m'installe à table, je tire un peu la gueule, mon père a passé sûrement peut-être une mauvaise journée, et je jette pas la pierre, et il me dit, mais Thibaut, si c'est pour nous faire la gueule, t'es pas obligé de manger avec nous, quoi. Et mécaniquement, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je perds un peu le contrôle de mon corps, je me lève de table, je fonds en larmes dans les escaliers, et je m'allonge sur mon lit, je pars sur une crise de panique qui a duré 2 heures. J'arrive pas à me calmer, il n'y a rien qui me calme. Mes parents sont un peu dépourvus aussi et ils savent pas quoi faire. Et je finis seulement au bout d'un moment par m'endormir d'épuisement, quoi. Et à ce moment-là, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Okay. Ouais, 21, 22 ans. Ça doit être ça, 22. Ouais. Et enfin, je vais sur mes 22. Et en fait, le lendemain matin, je me réveille avec une honte immense. Déjà, je me réveille et je n'ouvre pas les yeux tout de suite. Je veux garder les yeux fermés parce que là, au moins, dans le noir, j'ai plus de problème. Il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus rien qui se passe. C'est le seul endroit à peu près où je suis bien, tu vois. Mais bon, il y a un moment donné où il faut se lever, il faut aller côtoyer la vraie vie, entre guillemets. Et je descends et là, je suis tellement honteux, je fais que de regarder le sol, je dis pas bonjour, je parle pas. En fait, je commence à rentrer dans une période de mutisme, donc plus du tout de parole. Ça inquiète encore plus mes parents, qui me font comprendre très rapidement qu'on va m'envoyer chez le médecin pour voir ce qui se passe. Donc je vais voir le médecin, pareil, je parle pas avec le médecin. En plus c'est un médecin de famille, donc qui connaît tout ce qui s'est passé dans ma famille depuis 20, 30, 40 ans presque. Et donc je suis obligé d'écrire sur un papier, dès qu'elle me pose des questions. J'écris tout, c'est méga long pour répondre. Et il y a à savoir qu'à l'époque, en parallèle, j'avais commencé à aller voir une psy. Okay. Parce que je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas de raison. Non, je savais pas pourquoi. Enfin, il y avait quelques raisons, mais je comprenais pas. Et surtout, je trouvais pas les clés pour répondre à ce mal-être-là.
Donc j'avais commencé à aller voir la psy et très rapidement, donc le médecin me dit bon bah on va t'envoyer à l'hôpital. En plus c'est un hôpital de Centre-Bretagne, donc il y a une section psychiatrique et donc on m'envoie vers cette section-là. Et moi la seule chose que je demande c'est de passer voir ma psy. Parce que c'est un peu celle à qui j'ai un peu tout confié, mes ressentis sur les dernières semaines, derniers mois. Et où je sens que ça me fait du bien. Ouais. Donc je passe la voir. On fait une séance, je recommence un peu à parler avec elle parce que sans doute que je me sens plus en confiance. Et j'ai fait un petit séjour là-bas, un endroit très particulier, un monde où j'ai compris aussi très rapidement que j'étais pas à ma place, que je savais que j'allais pas bien, mais que... Pas au point de rester là-bas. Ouais, c'est ça, que j'avais pas une maladie qui était... qui prenait le pas sur toi. Ouais, le pas sur moi, exactement. Et donc je suis resté une semaine, 10 jours sur place. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette période-là, j'ai cru que le monde s'arrêtait et c'était trop bien. Parce que vraiment, je n'avais rien à faire de la journée. Quand je te dis rien, c'était... j'avais mon téléphone mais j'y allais pas. J'avais des livres et de quoi dessiner. J'avais recommencé à dessiner, à écrire et à lire à l'hôpital. Parce que pour une fois, je reprenais un peu le temps pour ce que j'aimais faire moi vraiment. Plutôt que de vivre au gré des vents et au gré des gens, ce que je faisais beaucoup sur les dernières années. Et donc j'ai pu aussi me dire, bah ouais, moi c'est ça que j'aime. Et c'est vers ça que je veux aller, que je veux tester, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu le... Là, l'année dernière, tu as écrit un livre. Ouais, exactement. Qui retrace un peu ton parcours, ton histoire. C'est Doucement je meurs, en attendant je vis. Exactement. Et tu écris que c'est une revanche sur la vie. Ouais. Sur un de tes posts. Ouais. Du coup, pourquoi avoir écrit ce livre? Et est-ce que ça t'a pas un peu permis de tourner, enfin pas tourner la page, mais de poser des mots, d'écrire sur ce qui s'est passé, quoi? Ouais. Bah en fait, je l'ai écrit pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quelque chose que je voulais écrire depuis longtemps. Ça fait très longtemps que je veux écrire, notamment certains chapitres du livre que je voulais écrire et aborder. Notamment au travers du suicide de mon parrain, au travers de la dépression, des sujets un peu lourds, qui sont un peu durs sur lesquels échanger. Et en même temps, je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça peut toucher un peu tout le monde et c'est important de pouvoir libérer la parole dessus. Et en fait, je voulais l'écrire parce que je voulais montrer aux gens que personne n'est véritablement seul, tu vois. On vit tous et toutes des difficultés, des hauts, des bas. Mais finalement, on passe tous et toutes à peu près par le même chemin. C'est juste qu'on ne l'appréhende pas de la même manière, on ne le vit pas de la même manière, au même moment. Mais grosso modo, on va tous côtoyer la mort un jour ou l'autre, que ce soit la nôtre ou celle des proches. On va tous côtoyer des moments très difficiles, où on va se remettre en question, se sentir pas bien, etc. Mais on va aussi tous avoir des remontadas, des moments un peu forts en émotion, des moments de joie, de vie partagée. Et c'est ça que je voulais montrer aux gens, c'est que il n'y a pas de vie exceptionnelle. Moi j'aimais bien cette phrase, j'avais écrit cette phrase à un moment donné. L'extraordinaire réside au travers des yeux de celui qui regarde. Et moi j'ai une vie ultra ordinaire si tu veux. À mon sens, j'ai une vie ultra ordinaire que tout le monde pourrait avoir. Mais aux yeux de beaucoup de gens, elle paraît extraordinaire parce que les gens la regardent avec un œil extraordinaire, tu vois. C'est un peu comme quand on parlait de vivre en van, etc. Exactement. Les gens, tu vois, sur les vidéos, c'est extraordinaire. Puis quand il fait 0 degré dans ton van, que tu te douches à l'eau froide, suivant comment tu regardes la chose, c'est un peu moins extraordinaire. Il y a du bon et du moins bon en toute chose, et c'est ça qui est important de garder en tête. Et puis la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle je voulais écrire le livre, c'était aussi pour communiquer avec ma famille. Okay. C'était un moyen pour moi d'aborder justement les sujets dont on n'avait jamais trop parlé. Et notamment aussi ces dernières années, les 3-4 dernières années même, j'ai pu nouer des liens importants avec mon père au travers d'épreuves sportives un peu si tu veux. Okay. Et avec ma mère elle est un peu moins branchée sport là-dessus, tu vois. Mais elle est quand même entraîneuse. Oui. C'est pas la même définition de pas trop... Mais j'avais pas eu forcément de moments privilégiés avec pour communiquer avec elle, etc. Et du coup, je voulais écrire un livre à sa destination, pour elle, pour aussi lui rappeler que
Bah ouais, même si on communique pas, on n'aborde pas certains sujets, bah j'y pense aussi et que si jamais elle le souhaite, ma porte reste ouverte, quoi, si tu veux. Ok, trop bien. Et dans ce livre, tu écris « Et puis un jour, j'ai décidé de faire ». Ouais. Moi, je parle beaucoup de faire, de passer à l'action dans le projet, et donc je trouve ça génial. Comment justement, quand tu sors de l'hôpital pour reprendre ta vie, quelle est la première chose que tu fais réellement, on va dire, pas aller manger ou quoi. Ouais. C'est quoi le premier pas que tu mets dans l'entrepreneuriat de manière générale et dans la nouvelle vie que tu as maintenant, on va dire la première chose que j'ai faite, on va dire, pour aller à destination de cette vie-là, c'est de me dire que tout était possible. Okay. En fait, j'ai une chance quand même en moi, c'est que je regorge d'espoir. Vraiment, j'ai de l'espoir pour énormément de choses, pour énormément de gens. J'ai un espoir qui est infini là-dessus. Et en fait, dans ma tête, rien n'est impossible. Okay. Et du coup, très vite, je me suis dit, bah, qui est-ce que je veux être? Je me suis étalé 3 questions sur la table qui étaient importantes pour moi. J'y ai répondu, j'ai mélangé ça et j'ai dit, ok, avec cette tambouille-là, qu'est-ce que je peux en faire? Et en fait, je me suis dit, bon, bah, en gros, en fait, même très rapidement, je me suis pas dit que j'allais créer une marque de vêtements. Je me suis juste dit, j'ai un projet, j'ai un truc là, je veux faire quelque chose avec. Et j'étais un peu candide, si tu veux, très utopique, ma vision du monde, c'était, bah, j'ai un projet, pourquoi je pourrais pas le faire? Je suis constitué comme tout le monde, il y en a qui arrivent à le faire. Bon, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les compétences, j'apprendrai, je me louperai, j'apprendrai. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé tout au long en fait, de mes pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat au sens large du terme. C'est que j'ai toujours considéré que tant que je ne vivais pas les choses, bah, je les comprenais pas vraiment. Ouais. Tu vois, hier soir, j'en parlais avec un pote de la liquidation, etc., potentiellement d'une entreprise. Bah, aujourd'hui, je sais que même si ça arrive, c'est pas grave. Ça sera encore un apprentissage supplémentaire. Ça sera pas forcément facile, mais ça fait partie de la vie et je vais pas en mourir. En fait, moi, j'ai aussi un gros rapport à la mort. Je compare toutes mes actions avec la mort. C'est-à-dire que si je ne vais pas en mourir dans l'instant T, c'est que c'est pas très grave. Okay. C'est que je peux prendre le risque de, tu vois. Après, dans la limite de pas faire de mal aux gens, etc., tu vois. Carrément. Et donc, du coup, c'est combien de temps après que tu as créé ta marque? Bah, ça a été très vite en fait, parce que je suis sorti de l'hôpital, la seule chose que j'ai demandé, c'est d'aller sur Rennes. Okay. À savoir que j'avais déjà mon chat à l'époque. Je suis parti avec mon chat, un sac d'affaires. J'avais pas d'appart, j'allais d'appart en appart chez des potes. Je squattais, je toquais aux portes. J'ai des potes qui m'ont accueilli, ils avaient 20 mètres carrés. Mon chat prenait plus de place que moi et dormait dans le même lit. Enfin, c'était vraiment l'aventure quelque part, mais c'était très chouette aussi. Et en fait, d'abord, ce que j'ai dû faire, en fait, c'était que, on en parlait hier soir, mes parents ont été assez dans l'opposition à ce que j'ai pu entreprendre. Parce qu'ils en avaient peur, c'est pas du tout leur univers, ils comprennent pas forcément tout ce que je fais. Inconnu. Exactement. Et puis ils ont peur pour leur enfant, et ils veulent que tout se passe bien et qu'ils soient en sécurité, surtout après, surtout après un passage à vide comme celui-là, tu vois. Bien sûr. Et du coup, pas mal dans l'opposition, mais du coup, ça m'a aidé aussi à me dire, ok, bon bah faut que je les convainque. Du coup, j'ai monté un dossier pour mon père avec champ lexical de l'entrepreneuriat, chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? J'y pigeais rien, je comprenais rien, mais je le faisais. J'ai fait le dossier chapitre 1, comment créer une entreprise, machin. J'ai pris le dossier, je l'ai présenté, il a lu, il a rien eu à me dire, sachant qu'il s'il avait eu quelque chose à me dire, il me l'aurait dit, mais je sais déjà qu'il pigeait pas beaucoup plus que moi. Et derrière, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai le projet sur le papier. Mais j'avais pas d'études de marché, j'avais rien, je comprenais pas. Mais elle est venue d'où l'idée? Pourquoi tu t'es dit je vais créer une marque de vêtements? En fait, je me suis construit 3 questions si tu veux. J'avais une première question, c'était quelle histoire je voulais raconter. Sur quelle base je voulais construire ce que je voulais construire. Je savais pas quoi, mais sur quelle base je voulais construire ça. Et moi à l'époque, j'étais très tourné autour des éléments. C'était un sujet qui me passionnait, qui est vaste, qui existe depuis la nuit des temps, et donc je suis parti sur ce sujet-là. Les éléments, c'est l'eau, le feu. L'eau, la terre, le feu, l'air, et l'éther qui est le 5e élément dans la Grèce antique, qui est apparenté à l'univers. Okay. Les 5 sont là. Ok. La deuxième question que je me suis posée, c'est
quelle valeur je voulais porter, prôner. Et moi, la valeur de solidarité était importante parce que je suis né dans une famille où on est dans une association sportive depuis toujours. Je sais que c'est difficile pour les associations de survivre financièrement, en termes de communication, de visibilité, de soutien. Donc je me suis dit, je vais essayer de porter ça. Et la troisième question que je me posais, c'est par quel biais matériel ou immatériel je veux faire quelque chose, quoi. Et à l'époque, il y a eu vraiment sur ma génération et ce moment dans ma vie, il y a eu une effervescence autour de la création de marques de vêtements. Okay. Tout le monde créait une marque de vêtements. Peut-être donner l'idée. Et en fait, moi, j'étais très intéressé par la sable. J'ai toujours fait attention un peu à comment je m'habillais, à essayer d'être beau gosse, machin, tu vois. Donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être être un moyen de mettre un premier pas dans ce milieu-là. Et puis, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, puisque tout le monde le fait. Donc, j'ai été vers ça, comme ça, dans un premier temps. Et vu que j'avais pas un sou en poche, j'avais rien, j'ai fait une campagne de financement participative en commençant. Et pareil, j'avais aucune connaissance en communication, j'avais personne sur les réseaux, juste mes potes. J'avais encore Facebook, enfin tu vois, j'étais un homme de Cro-Magnon par rapport à aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ce que je faisais pour ma communication, bête, méchant. J'avais écrit un message, mais que je personnalisais à chaque prénom, et je l'envoyais à chaque personne que j'avais sur Instagram ou sur Facebook. Un à un. Je discutais avec chaque personne. Je disais, voilà, j'ai lancé un projet. J'ai même envoyé des messages à des gens que j'avais pas vus depuis la 5e, 6e. Ils se sont dit, mais c'est qui ce glandu à nous recontacter? Mais j'avais rien à perdre. Wow. J'allais pas les recôtoyer, et puis s'ils voulaient participer, s'ils trouvaient le projet fun, tant mieux, tu vois. Carrément. Et l'avantage qu'il y a eu, c'est aussi que j'ai renoué des liens avec certains et certaines. Forcément. Et notamment un qui m'a dit, moi je crée des sites internet, je peux te donner un coup de main, j'aime beaucoup ton projet. Je vais t'aider. Forcément, après, quand tu as un peu d'audace, ça crée que des belles surprises. Bah ouais. Et t'as rien à perdre en fait. Il n'y a rien. Il n'y a aucun risque. Ouais. Aussi d'avoir un peu honte à un moment donné quand tu vas recroiser la personne. Et encore, tu la recroiseras peut-être dans 6 mois, tu te souviendras même pas que tu l'as contactée et elle non plus. Donc, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est à quel moment où tu as commencé à aussi communiquer sur les réseaux? Parce qu'aujourd'hui, tu es hyper présent sur les réseaux. Ouais, carrément. Et c'est à quel moment? Est-ce que c'est au moment où tu as créé ta marque? Est-ce que c'était avant, après? C'est très tard. Enfin, à titre personnel, c'est très tard que j'ai communiqué sur les réseaux. Parce que pour Unifade, j'ai commencé très tôt. Et pendant les 3 premières années de vie, là, Unifade a 5 ans. Unifade qui est ta marque. Ouais, c'est ça, pardon. Je sais pas si on a précisé. Oui, je sais même plus. Ouais. Unifade qui est ma marque. Et Unifade a 5 ans aujourd'hui. Et pendant les 3 premières années de vie, à peu près, 3-4 premières années de vie d'Unifade, le compte Instagram d'Unifade avait bien plus d'abonnés que mon compte perso. Ouais. Et en fait, il faut savoir que j'avais pas un sou en poche, mais du coup il fallait quand même vivre. Donc très rapidement, j'ai cherché un travail aussi à côté. Et j'ai cherché un travail en tant que surveillant pour garder un pied un peu en lien avec ma formation de base autour du professorat et du lien avec les jeunes. Et en fait, j'ai fait 3 ans de surveillant, donc j'ai fait plein de choses à cette époque-là. Je me suis lancé dans des défis aussi. Une année, je me levais à 4 h du matin tous les matins, on en parlait hier, pour bosser sur Unifade. Et en fait, il y a 2 ans maintenant, mon coloc de l'époque m'a dit, moi j'ai fini mes études, je pars, est-ce que tu veux garder l'appart? Et moi j'ai dit, c'est peut-être le moment de prendre le risque, de sauter le pas. Je vais vivre dans mon van 6 mois. J'ai travaillé à 100% pour Unifade. Est-ce que tu avais déjà ton van ou... Ouais, j'avais déjà mon van. J'utilisais principalement pour des vacances et les week-ends, mais c'était encore, ça faisait 1 an et demi que j'avais, même pas 1 an. Donc c'était tout récent. Mais j'avais déjà passé un été complet dedans. Donc 2 mois, tu vois, où je me dis, quel été c'est facile. Ouais, on va tester l'hiver. Ouais, c'est ça. Et même au-delà de ça, je m'étais dit quand même, j'ai été capable de vivre 2 mois dedans. C'est 3 mètres carrés, il n'y a pas de hauteur sous plafond. Enfin, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, donc on va voir un peu plus longtemps. Et donc là, je me suis lancé dans cette aventure-là. Et en fait, en quittant mon travail, j'ai accepté aussi de me lancer un peu sur TikTok dans un premier temps. De me dire, je vais aller tester cette plateforme-là que je connaissais pas du tout. Puis très rapidement, j'ai produit un peu de contenu, mais pas des choses que j'aimais faire, tu vois. C'était vraiment un truc un peu débile, genre du playback, des machins. Mais ça marchait, et surtout dès que je disais que j'étais un peu célibataire, machin, la vidéo perçait. Et c'était cool, en 3 mois, j'ai fait 27 000 abonnements, je crois, à peu près. Et en fait, l'été s'en est suivi, j'ai arrêté. Et la plateforme, je l'appréciais pas.
c'est beaucoup de consommation de contenu, mais aussi de consommation dans le sens où on doit créer toujours plus et toujours plus bête un peu. Enfin, j'avais du mal à voir vraiment une valeur ajoutée au travers de mon travail. Et moi, la plateforme que j'affectionnais le plus, c'était Instagram. Et donc là, en rentrée de septembre, pas du coup de l'année dernière, mais de l'année d'avant, j'ai dit bon, je vais partager un peu mon quotidien, surtout que là, on sort de l'été. Je vais pouvoir aussi montrer un peu ce que c'est qu'en dehors de l'été. C'était la première fois de ma vie que je faisais pas une rentrée scolaire. Et tu sais, genre... Gros changement. Ouais. J'étais là, oh, je fais pas de rentrée scolaire, là, tout le monde reprend le boulot. Moi, j'ai pris mon meilleur été, c'était trop bien, mais là, maintenant, je fais quoi? Ouais, carrément. Je vais bosser sur Unifate, c'est sûr, hein, mais c'est un autre mood, tu vois. Et là, j'ai commencé aussi, du coup, à créer un peu de vidéos. Et mon but, c'était de partager avec le plus de transparence possible ce qui se passait, tu vois. Justement pour désacraliser un peu l'idée de la van life, comme on en parlait tout à l'heure. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes facettes? Tu l'as un peu dit dans l'introduction, mais donc tu gères Unifate. Ouais. Est-ce que tu travailles avec du monde ou est-ce que tu es seul sur le projet? Alors, j'ai travaillé avec du monde à un moment donné. J'ai eu 2 alternants que j'ai dont j'ai dû me séparer parce que économiquement parlant, c'était pas viable. J'ai quand même des personnes qui viennent se greffer plus ou moins en projet, de près, de loin, qui viennent donner des coups de main. Il y a des gens qui ont donné des coups de main pendant 1 an, d'autres, ça fait 2 ans qu'ils donnent des coups de main. Donc, j'aime pas dire que je suis tout seul, même si officiellement, oui, je suis tout seul. Ouais. Je gère la majeure partie d'Unifate tout seul. Mais pour moi, c'est à l'image du nom d'Unifate, c'est un mouvement solidaire, c'est ensemble. Parce que Unifate, il faut savoir que ça veut dire l'union des destins. Okay. Et du coup, j'aime bien cette idée on se réunit ensemble pour agir et faire quelque chose. Peu importe un peu la valeur que ça a derrière. Quoi. Et comment tu te différencies avec Unifate? Parce que justement avec toutes les marques qu'il y a et tous les jeunes créateurs, créatrices qu'il y a eu là récemment, comment tu te démarques, on va dire, et quel est ton concept? En fait, le concept qui faisait vraiment la différence, c'était quand on choisit un visuel, un produit sur Unifate, on choisit aussi une association qu'on va soutenir. Okay. Et on va lui reverser 10% des bénéfices du produit. Et en fait, la grosse différence qu'il y avait, c'était qu'on a le choix de choisir l'association. Et avec toutes les expériences que tu as eues et là, toutes les activités que tu as, est-ce que tu tires des leçons ou des expériences qui t'ont enrichi au travers de tout ce que tu as fait? Je crois que j'ai jamais regretté de faire. J'ai jamais regretté de me lancer ou... déjà, ça s'appellerait pas un regret, ça s'appellerait un remords. Mais j'ai jamais eu de remords en fait. Et en fait, il y a toujours quelque chose à tirer de tout ce qui se passe. On en parlait encore hier et puis même dans la vidéo que tu m'as conseillé. Là, c'est vraiment une question de quel sens on décide de mettre derrière les choses et comment est-ce qu'on décide de voir la situation. Oui, on peut la voir négativement. Et oui, c'est vrai, il y a du négatif dans tout. Mais est-ce que ça va m'aider à avancer? Est-ce que ça va m'aider à m'en sortir? Est-ce que ça va m'aider à évoluer? Non. Ça va juste me tirer un peu plus vers le bas et c'est moi-même me mettre des bâtons dans les roues dans ces cas-là. Et comment tu arrives à justement à chaque fois passer les obstacles, les galères que tu as eues ou que tu as ou que tu pourras avoir? Comment tu arrives à chaque fois à continuer de faire, continuer d'entreprendre, de passer à l'action alors que des fois... et ça concerne tout le monde, tu peux enchaîner les galères, tu peux enchaîner les merdes, ça peut être hyper démotivant, on peut avoir tendance à vouloir baisser les bras. Ouais. Toi, est-ce que tu as des clés pour justement arriver à te dire à chaque fois, non, je continue de faire, de créer, d'entreprendre? En fait, j'ai tendance à me dire que tant que je n'abandonnerai pas, je réussirai. Et même si je vais jusqu'à mourir à la fin, je sais pas, à 80 piges sans avoir vraiment, entre guillemets, réussi, je considérais que j'ai réussi parce que j'aurais vécu tout ça, tu vois. Genre, Unifate aujourd'hui n'a pas une situation stable économiquement parlant, mais j'estime que j'ai réussi parce que je lui ai donné vie et elle a vécu pendant 5 ans au minimum, tu vois. Ça, c'est acquis, c'est acté. Et du coup, j'estime que tant que je ne vais pas abandonner, je ne vais pas échouer. Et donc, oui, il y a des difficultés et il y a des jours où vraiment, moral à zéro, je m'enferme dans le van ou je me mets de côté et puis je peux même pleurer, je peux même ne pas être bien.
mais c'est la vie et je l'accepte, cette situation telle qu'elle est à l'instant où elle est. Maintenant, rester dans ce mood-là ne m'aidera pas à avancer. Donc je me force aussi des fois à me mettre un coup de pied au cul et à me dire, bon bah, essaye de faire autre chose, essaye de trouver autre chose. C'est des solutions un peu abstraites, mais je pense aussi que ces solutions-là ne sont possibles que si l'on fait réellement ce qu'on a envie. Ouais. C'est-à-dire que abandonner, c'est pas grave. Mais si tu abandonnes, c'est que foncièrement, tu n'étais pas là où tu voulais être. Parce que... C'est pas ce qui t'animait. Voilà. Quand quelque chose t'anime, t'as pas envie d'abandonner. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est la création. Peu importe la forme de la création et de la créativité. Tu veux créer. Ouais. Que ce soit le livre, les vêtements, la création de contenu, les vidéos. Je veux créer. Et donc, demain, peut-être que tout ça s'arrêtera, mais je créerai d'une autre manière. Je ferai des dessins, j'en sais rien. Je ferai, je sais pas, des bougies, j'en sais rien. Je créerai quelque chose. Ouais. Mais foncièrement, je sais maintenant que c'est ça mon truc. Créer. Ok. Après, c'est important. Là, maintenant, tu as réussi à trouver la chose qui t'anime. C'est pas toujours évident. Mais quand on est jeune ou moins jeune, mais qu'on a envie de passer à l'action et qu'on n'ose pas, est-ce que tu as des conseils pour, ben voilà, comme tu l'as dit, hein, tu en as parlé, mais pour se dire, je fais, tu vois. Je sais plus qui est-ce qui avait dit ça et je trouvais ça un peu intéressant. À partir du moment où on a peur, c'est qu'il faut y aller. Tu sais, c'est un peu cette notion de... La peur, c'est un très bon voyant, ça nous permet aussi de nous tenir en vie, etc. Mais aujourd'hui, la peur, elle n'est plus vraiment tournée sur le fait d'avoir peur de mourir. Elle est tournée vers le fait d'avoir peur de prendre des risques. Et prendre des risques, c'est la vie. Tant que, en fait, on ne va pas mourir, il n'y a rien de grave. Ouais. En plus, on a une chance incroyable, on est dans un pays occidental. Demain, je sais pas, typiquement, je fais couler ma boîte, bon bah, je peux avoir un peu de dette, et encore, moi, c'est même pas le cas. Quand on prend bien le temps de construire la chose, on n'encourt pas beaucoup de risques. On a une chance inouïe, c'est qu'on peut échouer un nombre incalculable de fois. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui parce qu'on ne l'utilise pas assez. Et notamment en plus en France, où l'échec est un peu montré du doigt. Tabou, ouais, montré du doigt et dire « Ah bah il est nul, il a loupé ». Ouais, mais en attendant, il a essayé, tu vois. Toi, t'as peut-être rien loupé, mais en même temps, t'as rien vécu. Donc, enfin, je veux dire... Ouais, c'est très bien. C'est tellement... Mais ça, je pense que les gens qui pointent du doigt ne s'en rendront compte qu'à la fin de leur vie, et c'est triste pour eux, parce que quand ils seront sur leur lit de mort, ils se diront « Et si ? Si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ?» Moi, c'est ma hantise, je veux pas me le dire. Donc, je veux pouvoir tous les soirs me dire, si demain je me réveille pas pour X ou Y raison. Vaut mieux se dire, putain, tu te rappelles quand même ce que j'ai fait à 25 ans, j'ai vraiment été con. Ouais. Plutôt que se dire, putain, si j'avais fait ça, ça aurait pu changer ma vie. Parce que c'est horrible d'avoir ça en tête après, de se dire, et si, et si, et si. Et tu sais, genre, tu peux pas recommencer, t'as qu'une vie, elle se finit. Et tous les soirs, moi, je m'endors en me disant, il faut que je puisse mourir cette nuit. En me disant, j'ai fait tout ce que je voulais faire jusqu'à présent. Ouais. J'ai plein d'autres rêves, j'ai plein de choses que je vais accomplir, mais j'ai essayé en tout cas. J'ai tout donné pour déjà faire ce que je pouvais faire, tu vois. Ouais, je vois très bien. Bah, c'est vrai que c'est des belles paroles. Ouais. C'est hyper inspirant. Est-ce que tu penses que pour toi, l'entrepreneuriat est ouvert à tous? Et je parle de l'entrepreneuriat vraiment au sens large, d'entreprendre dans sa vie, quoi. Ouais, l'entrepreneuriat, il est ouvert à tous. En fait, je pense que vraiment... on en parlait hier soir, on entreprend au travers de tout. Lancer un concours de dessin, se lancer avec une ou deux vidéos sur les réseaux. Faire un défi sportif. Voilà, faire un défi sportif, rejoindre une association, c'est entreprendre. En fait, entreprendre, c'est faire. C'est la définition du mot faire, en fait. Et donc, on peut tous et toutes entreprendre, et je pense qu'il faut aussi désacraliser le côté... entreprendre, c'est créer un business qui va concurrencer Apple demain sur le marché. On n'a pas tous cette ambition-là, et encore, c'est une ambition qui a plus ou moins de valeur, mais on n'a pas tous cette envie-là, ce sens-là à vouloir donner à notre vie. Entreprendre, c'est juste vouloir évoluer dans sa vie pour se retrouver aussi, pour apprendre à se découvrir. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire
pour se découvrir et se rencontrer. Ok. Et si on parle un peu plus côté entreprendre niveau business, comme tu as fait avec ta marque de vêtements par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux quand on est jeune, on est à l'école, donc forcément on n'a rien, enfin, on n'a pas de charges, etc. On a un super accompagnement. Est-ce que c'est mieux après les études parce que du coup c'est le début? Est-ce qu'il vaut mieux avoir fait un CDI pour avoir, je sais pas, avoir l'expérience, la valeur du travail, etc. Est-ce que tu as... Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour le faire. Il n'y a pas un train pour vivre sa vie, il y a des trains qui partent toutes les heures, toutes les minutes. C'est exactement pareil pour entreprendre. Voilà, exactement. Maintenant, je pense quand même que à notre échelle, dans notre pays occidental, encore une fois, dans notre confort, etc., on a une chance inouïe, c'est que très jeune, on peut se lancer et on ne risque rien. Ouais. Et c'est le meilleur moment pour se lancer et aller au charbon. Après... c'est le meilleur moment, mais c'est celui aussi où on a le moins d'outils, on a le moins d'armes pour le faire. Mais c'est le moment aussi où on prend le moins de risques possible. Que ça soit pour nous, pour les autres, pour sa famille, pour sa maison, si on veut avoir une maison. C'est peut-être le moment où on prend le moins de risques. Après, pour moi, on en parlait hier, dire à 45-50 piges, je ne me lance pas dans une entreprise parce que j'ai des enfants ou quoi. C'est se cacher derrière ce truc d'avoir des enfants, alors que dans le fond, c'est juste parce que la priorité, c'est les enfants et pas l'entreprise. C'est une histoire de priorité. Et c'est ok, et il n'y a aucun mal à ça. Et peut-être que dans 5-10 ans, quand j'aurai des enfants, ma priorité, ça sera mes enfants et je ne me poserai plus la question de l'entreprise ou... Mais ça, ça appartient à chacun. En fait, il faut se poser un peu la question à chaque temps, on va dire, de c'est quoi ma priorité. Est-ce que ma priorité, c'est gagner de l'argent et d'expérience? C'est ça. Avant d'entreprendre, ok, je fais ça. Est-ce qu'à 30 ans, ma priorité, c'est gagner de l'argent pour avoir une machine maison avant d'entreprendre? Et du coup, tu fais ça. Et au-delà de ça, même, je pense que ce qui est hyper important, au-delà de se poser la question, c'est d'être hyper honnête envers soi. Ouais. En fait, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir et de se dire, là, je fais ça. Parce que c'est ça ma priorité. C'est moi qui je suis, c'est comme ça que je veux me définir et c'est pas comme ça que je veux que le monde me définisse, c'est moi qui décide et c'est comme ça que je me vois et que je veux que les gens me voient aussi, potentiellement, ça après, si on accorde de l'importance à la vue des autres, ce qui en général est un minimum le cas. Carrément. Pour finir, dernière question, est-ce que tu peux me définir l'entrepreneuriat en 3 mots selon toi, sans le mot faire? Ok. Parce que sinon, là, on l'a beaucoup trop utilisé. Ok. Oser. Action. Et être. Ouais, je pense que je dirais ces 3 mots-là. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, proche ou lointaine? Que ma vie continue telle qu'elle est. Parce que je suis heureux. Tes projets. Ouais. Forcément que mes projets réussissent, mais quelque part j'estime aussi que s'ils ne réussissent pas d'un point de vue sociétal, c'est que mon chemin est peut-être pas tout à fait là, tu vois, et que j'ai encore d'autres choses à parcourir. De toute façon, j'en aurai toujours. Mais non, que je continue de réussir à comprendre que pour moi, en tout cas dans ma définition, le bonheur c'est un choix. Je décide d'être heureux tous les jours, et ça ne veut pas dire que je ne serai pas triste. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas des moments de colère, de tristesse, des moments difficiles. Mais ces moments-là font partie de mon bonheur. Ça fait mon équilibre. Et donc, si je peux continuer à vivre comme ça, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir profiter du lieu et se faire un petit apéro. Un petit apéro, ouais. Là, je pense que ça s'impose. Je commence à avoir faim en plus. Et puis voilà, hâte de suivre un peu ce que tu fais à l'avenir. Puis, de toute façon, je pense qu'on se reverra aussi dans le sud. Je vais faire un tour de France, je vais venir te voir. Voilà, on fera aussi un apéro. Carrément chaud. Merci Thibaut. Impec.